Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire qu'il y a des travaux qui se font dans des chantiers près de chez moi. Et donc, s'il y a du bruit qui interfère dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Je peux mettre une musique de fond pour essayer un peu de masquer. Mais je crois quand même qu'on restera focalisé sur ce qu'on est venu faire. Sur ce, bon visionnage. Bonjour à tous. Il y a de cela quelques temps, disons une année, j'ai commencé à publier des vidéos que je dessinais sur cette chaîne. Mais au début, c'était pas vraiment quelque chose de sérieux. C'était plus pour montrer ce que j'aimais faire. Et plus tard, je me suis rendu compte que j'aimais faire beaucoup de choses, de plein de domaines différents. Le seul hic est que même si certains domaines se marient, d'autres ne se marient carrément pas. Et plus tard, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre certains domaines, les mélanger et en faire qu'un seul? Car, comme on dit, aucune science n'évolue seule, elle a toujours besoin d'une autre pour évoluer. M'est venue l'idée de faire une chaîne où je parlerai de tous les domaines que j'affectionne. Bref, sur cette chaîne, nous parlerons science, histoire, littérature, et bien sûr, comme je suis un fan, un passionné de manga et de cartoon, ça ne manquera pas, même dans cette vidéo. Bon visionnage. Commençons par le commencement. Commençons par trouver la genèse du mot noir. Eh bien, du latin negro, qui veut dire donc noir en français, le mot noir était utilisé en Rome antique pour distinguer les hommes de couleur de peau noire et les hommes de couleur de peau blanche, qui se mettaient donc en opposition par rapport à la couleur de peau. Cela étant, malgré la distinction selon la couleur de peau, cela ne veut pas dire que les noirs étaient marginalisés, bien qu'ils étaient esclaves dans la Rome antique. Les normes d'une société impliquent qu'il y ait des riches, moyens et pauvres, et les noirs appartenaient à toutes ces classes sociales. On peut dire donc que les bases, que la création du mot était bonne. On va commencer par un truc simple. Premièrement, je vais vous demander de fermer les yeux. On va créer un avatar en disant vous allez créer un avatar. Eh bien, cet avatar ne sera pas une représentation de vous puisqu'il sera sans défaut. Homme comme femme, vous avez 10 secondes pour imaginer les critères parfaits de l'être parfait selon vous. Moi, je vous dis, attends 10 secondes. Voilà, c'est fait. Dites-moi maintenant, votre avatar, de quelle couleur de peau était-il? Vous pouvez bien sûr répondre dans les commentaires. C'est parti. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo, comme l'a dit un certain Frantz Fanon. Eh bien, l'Afrique couvre à elle-même 6% de la Terre et 20% des terres émergées. Petite précision, lorsqu'on dit 6% de la Terre, ce sont les eaux y compris. Comprenant un millier d'ethnies avec une diversité linguistique des plus élevées au monde, avec près de 2000 langues et le Swahili en première position. D'ailleurs, pour la petite information, au cas où vous passerez par la Zambie, bien par le Congo-Kinshasa, bonjour en Swahili se dit Jambo. Mais l'Afrique, c'est aussi 2,216 milliards habitants. Alors, comment toute cette variété peut être masquée par un seul mot? Le mot, C'est la mer Noire. noir. Avide de découvertes, d'aventures, vous ne serez pas déçus. Nous commençons donc par notre premier point, selon la science. D'un point de vue biologique, la peau foncée est un épiderme qui comporte un fort taux de mélanine. Mais attendez, docteur, c'est quoi la mélanine? Un instant. Bonjour à vous, bienvenue au cabinet du docteur Mas. Question du jour, qu'est-ce qu'est la mélanine? Eh bien, nous allons y répondre par la suite. La mélanine est un pigment biologique responsable de la coloration des cheveux, des yeux et de la peau, notamment chez les humains. Dépendamment de sa concentration, la peau est plus ou moins foncée. D'accord. Bref, plus le taux de mélanine est élevé, plus la peau est foncée, et vice-versa. D'où la classification des races. Mais certains chercheurs et scientifiques contestent les faits en disant qu'il n'y en a qu'une seule, dite la race humaine. Aucun fait n'a encore été testé. Mais la classification des races est sujet de beaucoup de recherches et de débats scientifiques, notamment sur la génétique. Selon la science, du point de vue donc biologique, un être noir est un être humain caractérisé par sa peau foncée et le terme noir est utilisé pour le catégoriser. Ce qui nous emmène donc à notre deuxième point, selon les croyances africaines. Du point de vue croyance africaine, on utilise le terme Muntu, qui est un terme swahili qui veut donc dire humain ou tout ce qui a trait à l'humanité. Le Muntu est donc un être vivant de l'espèce humaine doté d'intelligence, et il faut le préciser, créé par un être suprême
transcendant nommé Mungu, qui est un terme swahili qui veut dire Dieu en français. Le Muntu vit en harmonie avec la nature, car selon les croyances africaines, tout n'est qu'un. Nous avons donc là la théorie du cycle qui dit que l'homme qui tue pour manger mourra pour servir à manger. Notamment, lorsqu'un homme mange un animal de type herbivore, à sa mort, donc celle de l'homme, il servira d'engrais pour les herbes que les herbivores à leur tour mangeront. Fait intéressant, le Muntu fait des prières et des cultes adressés aux ancêtres et aux dieux pour s'accaparer de leur faveur. Il existe même une culte d'offrande dans lesquelles le Muntu, avant de consommer sa nourriture, jette une petite portion à terre pour nourrir premièrement les ancêtres pour ainsi avoir leur protection. Nice. Le Muntu donc naît, vit, grandit et meurt. Et ses actions posées durant son vivant estimeront sa destination dans l'au-delà. Fait intéressant, en aucun cas n'a été fait mention du mot C'est la mer Noire. noir, car selon les croyances africaines, il n'est pas question de couleur, mais plutôt question de cœur, d'où le côté altruiste de l'Africain. Et certains mythes affirment que la couleur de peau foncée est un don des dieux et est signe de force. Et donc, plus on est foncé, plus on est fort. Et on attire vers nous les faveurs des dieux. Mais oui, c'est clair. Le seul hic avec ce mythe est que, étant une source orale, il connaît donc un problème d'authenticité, ce qui veut dire qu'il varie d'une région à une autre, d'un peuple à un autre. Bref, selon les croyances africaines, être noir, c'est être humain. Ce qui nous emmène à notre troisième point, selon l'histoire. Et laissez-moi éclairer vos lanternes. Selon l'histoire, être noir a connu un nombre incalculable de variations de sens, de points de vue, mais de signification aussi, et notamment selon l'espace, mais aussi selon le temps. Et donc, nous subdiviserons donc ce point en trois parties. La partie proprement dite noire, la partie de la traite et de l'esclavage, la partie de la colonisation. Nous commencerons donc par la première partie, la partie proprement dite noire. À cette époque, les ancêtres noirs étaient ce qu'ils étaient, bien conscients de leur couleur de peau, et surtout bien conscients qu'ils n'étaient pas seuls dans le monde, car nous avons effectivement des récits qui attestent les faits. Nous avons notamment des récits bibliques, coraniques, mais aussi hébraïques, dans lesquels on raconte l'histoire d'une certaine femme du nom de Makeda, plus connue sous le nom de la reine de Saba, qui rencontra le roi d'Israël du nom de Salomon. Les faits réels sur les circonstances de leur rencontre varient selon les sources, mais nous savons que de cette rencontre naîtra un fils, métis, du nom de Ménélik. En parlant métissage, voyageons cette fois-ci en Égypte. N'en déplaise aux théories selon lesquelles les Égyptiens antiques étaient tous noirs, eh bien, l'Égypte connut un grand métissage, notamment avec les Israélites, qui eurent à cohabiter avec eux à une certaine époque, ce qui conduira plus tard à l'esclavage des Israélites par les Égyptiens, qui dura près de 4 siècles, tel que le livre biblique de l'Exode nous le raconte. Ce métissage vient de l'emplacement stratégique de l'Égypte. En effet, l'Égypte étant le long de la Méditerranée, du golfe de Suez et celui d'Aqaba, et de la mer Rouge, ce qui le rend fortement accessible et favorise le métissage culturel. Des études ont donc prouvé que les Égyptiens antiques ressemblaient à ceux d'aujourd'hui. Les temps sont assez immémoriaux, mais c'est juste stupéfiant de voir à quel point le message culturel était déjà avancé, surtout pour l'époque. D'ailleurs, même pour notre époque, il faut le dire, c'est assez stupéfiant. Jusque-là, nous pouvons dire qu'être noir ne se limite qu'à la pigmentation, mais nous allons voir qu'avec le temps, le sens du mot sera totalement basculé. Ce qui nous emmène donc à la deuxième partie de ce troisième point. Et ça va péter. Péter. Période assez sombre pour le peuple noir, on va se le dire. Vu de l'œil extérieur, celui des explorateurs donc, vu premièrement comme sujet d'étude face à cet être fraîchement découvert, mais plus tard, en rapport à leur nombre, à leur force, se verront devenir occasion de main-d'œuvre dans les champs de canne à sucre, de coton, ainsi de suite. Ainsi commencera la traite des Noirs qui donnera place plus tard à l'esclavage. Et voit le jour le substantif nègre et son équivalent féminin négresse. Ce qui ne fera qu'envenimer les choses, car le substantif est utilisé pour décrire l'homme noir de manière péjorative, comme un sous-homme plus proche de l'animal que de l'homme.
Et vers les années 1789-1799, avec la Révolution française, sera créé le terme homme de couleur, qui servira notamment d'euphémisme au terme nègre. Et professeur, c'est quoi l'euphémisme? Bienvenue à vous dans la classe du professeur Mas. Question du jour. Qu'est-ce qu'un euphémisme? Eh bien, nous allons y répondre. Avant d'expliquer c'est Qu'un euphémisme. nous allons d'abord expliquer c'est qu'une figure de style. Du latin figura, une figure de style est un procédé d'écriture cherchant à embellir un propos, bien lui donner plus d'expressivité. Voilà, vous savez maintenant c'est qu'une figure de style. Passons à l'euphémisme. L'euphémisme Est une figure de style cherchant à atténuer des propos blessants, des propos trop crus par des propos plus calmes, plus doux, si nous pouvons dire. Dans notre cas, le terme homme de couleur qui vient atténuer le terme nègre qui est un peu dur, un peu cru. Ce qui nous emmène donc à la troisième et dernière partie de ce point pendant la colonisation de l'Afrique par l'Europe. L'esclavage laisse donc place à la colonie, mais le statut de l'homme noir reste le même, celui du travail. Ce qui nous emmène donc en 1930, lorsqu'un courant littéraire voit le jour, un courant littéraire dont le but est de se battre pour la race noire, mais aussi pour la valorisation de sa culture. Ce courant littéraire, c'est la négritude. Il sera fondé par trois grands noms de l'époque, qui sont Le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, le Guyanais, Léon Gontran Damas, et pour finir, l'homme qu'on ne présente plus, le poète dramaturge martiniquais Aimé Césaire. Et nous passons au quatrième et dernier point de la vidéo, selon la pop culture. Nous retrouvons des noirs un peu partout. Films, séries, bandes dessinées, mangas. Eh bien, certains sont stéréotypés, d'autres non. Certains sont stéréotypés plus que d'autres, mais nous verrons par la suite que cela dépend d'un auteur à un autre ou bien d'une maison d'édition à une autre. C'est le cas notamment de la bande dessinée Tintin au Congo. Mais ça, nous y reviendrons. Donner une définition exacte au fait d'être noir, selon la culture populaire, s'avère être une tâche délicate, car nous avons une tonne d'informations. Et pour ne pas se noyer dans les avalanches d'informations, nous allons prendre l'essentiel pour éviter des débats qui donneront place à d'autres débats. Nous partirons donc chronologiquement, ce qui nous emmènera en 1876 avec Mark Twain, l'auteur du roman Tom Sawyer de 1876. De 1876, nous retrouvons notamment le personnage de Jim, esclave de la famille du protagoniste. Dans la série animée de 1980, les faits sur son statut sont assez voilés, car étant une série pour enfants. Mais dans le roman, les faits sont un tantinet plus explicites. Mais la subtilité ne fait pas partie de l'œuvre que nous allons voir maintenant. J'ai dit que nous allons y revenir. Je parle bien sûr de Tintin au Congo. Du dessinateur belge Hergé, étant le deuxième album de la série, Tintin, représentant l'homme noir de manière très caricaturale avec des indigènes naïfs et très stéréotypés. Mais plus tard, la maison d'édition s'est défendue en disant qu'elle était de pur but comique. Des personnages stéréotypés. Nous en trouvons aussi dans le domaine de la bande dessinée américaine, que l'on appelle dans le jargon comics, avec cette fois-ci Avec en 1941, le personnage de Washington, Carver Jones. Malheureusement, très peu d'informations sont disponibles sur ce personnage, car il sera réécrit plus tard à cause des critiques sur son stéréotype exagéré. Restant dans le domaine des comics, avec cette fois-ci un personnage qui verra le jour en 1966, mais qui conquérera le cœur de tous en 2018. Je parle bien sûr de Black Panther. Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby, le personnage de Black Panther a le mérite d'être le premier super-héros noir. Mais un super-héros noir, on en connaît encore, c'est Black Snake de 2019, avec l'acteur Thomas N'Gijol dans le rôle principal. Voyageons au Japon, dans le domaine héroïque, avec le personnage de Afro Samurai. Apparu en 1999 ou 1999, l'histoire relate les aventures d'un samouraï noir. Fait intéressant, la couleur de peau du personnage n'a aucun impact sur le scénario. Selon les dires, c'est juste l'auteur qui a voulu faire un clin d'œil à l'acteur Samuel L. Jackson, qui, je vous le rappelle, interprète le rôle de Nick Fury dans les Avengers. Comme nous l'avons dit, les stéréotypes varient d'un auteur à un autre. Un samouraï noir, on en connaît encore, c'est bien sûr Yasuke. Yasuke verra sa cote de popularité multipliée par 2 avec son adaptation Netflix en 2021, qui relate l'histoire d'un esclave
devenu samouraï. Eh bien, inspiré de faits réels, Yasuke est un esclave mozambicain qui s'est vu devenir samouraï une fois déporté au Japon. Et comment parler manga sans parler du Big Three, Naruto, Dragon Ball Z et One Piece. Dans Naruto, nous avons le village de Kumo, qui est un village majoritairement noir. Dans Dragon Ball Z, nous avons le personnage de Oob. Et pour finir, dans One Piece, nous avons le personnage de Usopp. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a peu de personnages noirs dans les mangas, eh bien c'est pour les mêmes raisons qu'il y a peu de personnes noires vivant au Japon. Vous voyez donc être noir connu plusieurs significations, plusieurs interprétations, mais aussi plusieurs angles de vue, notamment à travers le temps, à travers l'espace. C'est vrai que des gens disent qu'être noir, c'est avoir les cheveux crépus, avoir les lèvres épaisses, mais attendez. Prénom, Otanto, Bushman, Nilotique, Aborigène, Bantou, tous noirs les uns que les autres, mais aussi différents les uns que les autres. Dire qu'être noir n'est question que d'apparence, c'est se tromper soi-même. L'exemple le plus marquant est de Johnny Clegg, le Sud-Africain. Rapporter le fait d'être noir au simple physique, à la simple apparence, tout en oubliant l'histoire, les cultures, les traditions, c'est se mettre à soi-même des barrières culturelles, mais aussi au monde qui nous entoure. C'est combattre des stéréotypes par d'autres stéréotypes. On est ce qu'on est. C'est en se comparant qu'on devient différent. Tout ce qui compte, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Et vous dites-moi, c'est quoi être ce que vous êtes? Moi je vous dis à la prochaine. Surtout n'oubliez pas, on est ce qu'on est. C'est en se comparant qu'on devient différent. L'essentiel, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. さようなら。